bienvenue à Électron Libre, votre émission où on parle de tout, de n'importe quoi, avec pertinence ou non, mais toujours de manière agréable et sympathique. Hein? Avec moi, Mélanie Saint-Germain et Francis Côté, qui ont toujours des chroniques extraordinaires. Mais avant de parler de vos chroniques, ma question du jour, si vous pourriez là, assister à un événement historique, là, hein, vous auriez pu être là, à lesquels vous auriez assisté, puis pourquoi? Francis? La fin de la Première Guerre mondiale, c'est la première grande guerre qui a été... mondiale, finalement. Hein? Mais c'est pas pour rien qu'on a... À la fin de ça, il y a eu plein d'événements au niveau économique, au niveau social qui sont arrivés. C'était une période de liberté, qui n'était pas nécessairement facile, mais de liberté incroyable qu'on croyait avoir perdue. Donc, c'était une belle période, j'aurais aimé la vivre, mais bon... Voilà. Peut-être dans une autre vie. Et voilà. Et toi, Mélanie? Écoute, je pense à ça, là, puis je peux pas dire exactement, c'est super compliqué, mais je pense la première fois que quelqu'un a trouvé un médicament efficace pour le cancer. Je sais pas c'est qui le scientifique, je ne connais pas l'histoire. Je pense que je vais fouiller là-dessus, je vais me renseigner. Mais le premier médicament pour le cancer qui a été trouvé, qui a eu des résultats, puis que la personne s'en est sortie, parce que c'est tellement dévastateur le cancer. Puis là, je pensais à ça, puis je sais pas, mais je vais me renseigner, je vais trouver c'est qui. Bon. Je vais aller faire des recherches. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, je vais aller parce que ça devait être terrible d'avoir trouvé quelque chose pour ça. Fait que, voilà. Moi, là, je pense que j'aurais aimé ça être avec Yuri Gagarin dans sa petite navette quand c'était le premier homme dans l'espace à faire le tour de la Terre. C'est vrai, ça? Non, mais je sais pas, j'ai toujours été fasciné par la conquête spatiale et puis il me semble qu'écoute, il devait capoter. Il devait avoir peur. Il devait avoir peur. T'as jamais été dans l'espace, tu sais pas c'est quoi. Il a dû faire là. un petit peu pipi sur son saut, Ouais, un peu quand même. J'y pense, j'en fais Il un. devait avoir une couche, je sais pas. Ouais, peut-être. Donc, on va commencer cette semaine avec Francis qui va nous parler des parents hélicoptères. Là, ça m'intéresse parce que j'ai aucune idée c'est quoi un parent hélicoptère. C'est-tu, mettons, 2 hélicoptères qui ont un petit bébé hélicoptère? Non, c'est pas ça, un hélicoptéro, là. Mais vous connaissez pas du tout le concept? Non, pas du tout. Bon, on va vous donner des exemples, vous allez comprendre assez rapidement. Je donne un exemple à la base, que ça arrive dans une autre commission scolaire, dans un autre monde, pour une autre direction, qui a entendu une histoire, une mère qui appelle à l'école, qui demande à parler à l'enseignante et qui lui dit « Mon fils, hier, c'était sa fête. Et d'habitude, pour les autres enfants dans la classe, vous prenez le temps de lui chanter bonne fête. Mais là, hier, vous avez manqué de temps à la fin de la journée et vous ne lui avez pas chanté bonne fête. Mon enfant est arrivé à la maison, il s'est senti délaissé, brimé. Faut absolument que ce soit corrigé. Donc, on s'entend que c'était peut-être pas les priorités à mettre à bonne place. Vous avez sûrement en tête des parents d'enfants sportifs dans les arénas ou dans les terrains de soccer qui prennent 3 cœurs, qui prennent en note le temps de jeu de leur enfant, qui vont voir l'entraîneur. Comment ça se fait que Tommy n'a pas joué 12 minutes 22 et qu'il n'a pas été sur le power play? Il n'est pas rare de devoir justifier aux parents les résultats scolaires. Maintenant, quand les profs corrigent pas pour corriger le travail de l'enfant, corrigent aussi pour justifier aux parents. Parce que quand l'enfant va arriver à la maison avec un 63 parce qu'il ne s'est pas forcé, ben non, bon, là, tu auras intérêt à justifier le 63 de ton enfant qui, selon toi, comme parent, en vaut 94. Il n'est pas rare de corriger des travaux et d'entendre à l'oral le travail des parents. C'est supposé être un devoir à la maison. On dirait que les parents, le devoir ne peut pas revenir à l'école avec des erreurs. Fait que la mère ou le père passe dessus. Finalement, le travail est bien fait, tout est correct avec le parent. Un oral, Tommy va arriver en 3e année préparé, va parler des oursins. Mais finalement, ça va être la mère qui va s'être assise ou le père qui va avoir fait le PowerPoint, qui écrit l'oral, tout ça, puis on va corriger les travaux faits par les parents parce que les parents ne veulent pas qu'ils vivent l'échec. Des parents hélicoptères, c'est quoi? C'est sain l'échec aussi dans la vie. Bien, c'est là que je m'en vais. Okay. On en voit de plus en plus qui se présentent avec leur enfant au cégep, à l'université pour leur première journée. Tu es au cégep, peut-être tu as vu ça, qui accompagnent les enfants pour l'entrée scolaire. On en voit de plus en plus accompagner leurs enfants dans des entrevues pour une job. Donc, les parents hélicoptères ne veulent pas que l'enfant vive l'échec. Ils veulent protéger leur enfant et pourtant, l'échec va servir à grandir. L'échec est là pour apprendre à se dépasser, à trouver des ressources soi-même. Quand ta mère a été là toute ta vie pour pader autour de toi, puis s'assurer que finalement, tu ne vas jamais être blessé, tu ne vas jamais être brimé, qu'il y aura toujours une justice en bas monde. Tu arrives à 21 ans, à 25 ans pour ta première job et tu vas te planter. Parce que quand tu vas arriver devant l'échec, tu vas faire une dépression, tu vas tomber dans le... etc. Un exemple.
je vais prendre mon propre exemple. OK? J'ai eu un cheminement secondaire assez régulier, mais à la fin de mon secondaire, je me suis cherché. Et j'ai probablement à Dolbeau le pire bulletin scolaire qu'il y a eu dans l'histoire de Dolbeau. Là. Si je vous l'amène aujourd'hui, c'est d'un ridicule tuable. On parle entre 40 et 50 dans la plupart des matières, parce que je m'étais pris un secondaire supplémentaire pour aller chercher des options. Je ne l'ai pas pris au sérieux, j'étais décroché. Finalement, j'ai été le seul élève probablement de la région refusé au cégep de Saint-Félicien en sciences humaines, pas de maths. Tellement j'étais... Puis c'était pas une question de capacité, j'étais décroché. Non. Mes parents n'ont pas réagi. À ce moment-là, je me disais, comment ça fait que ma mère... Bon, ils n'en font pas de cas. J'ai, comme enfant, comme jeune, à ce moment-là, dû aller prendre des cours aux adultes pour aller rejoindre mes chums au cégep, prouver que j'avais des capacités à être au cégep. Et finalement... Je me rappelle, on n'arrêtait pas de rire de toi. Ben c'est ça, encore aujourd'hui. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, quand l'échec arrive, quand tu te retrouves devant le mur, c'est pas à tes parents de gérer ça. C'est à toi de trouver les ressources. Je l'ai fait aujourd'hui. Bon, j'étais à l'école, ça a marché. Mais si on essaie à la place des enfants de subvenir à toutes ces choses-là qui peuvent arriver, ça peut faire, entre autres, des générations Y. C'est quoi une génération Y? C'est né entre le début des années 80 et le milieu des années 90. Attention, on m'attaque. Pourquoi Y? Hein, t'es concernée, Mélanie? Ben, 81. 81, t'es une Y. OK. Pourquoi le Y? C'est parce que c'est la suite de X. Oui. Ou aussi, on l'appelle la génération Y parce qu'il portait des écouteurs. Et ça faisait un Y. La vraie raison, selon moi, il y en a 3 bonnes, mais la vraie, c'est qu'en anglais, Y, c'est quoi? Ouais. Why. Les enfants du why, c'est du pourquoi. C'est des enfants avec qui on n'a pas dit c'est non parce que c'est non. C'est des enfants avec qui on a négocié, qu'on a expliqué. Il arrive ça parce qu'il arrive telle affaire. Maman te donne une conséquence parce que tu n'as pas écouté maman. Va dans ta chambre. OK, là, c'est mon oncle qui va être servi avant toi parce que mon oncle, c'est une grande personne. Puis, non! Ça arrive dans la vie qu'on se fait dire non, qu'on se fait dire je te donne pas de raison, mais c'est non. Et cette génération-là, on l'a fait comme ça et maintenant arrive sur le marché du travail. Est-ce que ce sont des mauvaises personnes? Non. Est-ce que ce sont de bons employés? Admettons un X comme moi qui reçoit un Y. Le Y va être hyper collaborateur. Mais si tu lui dis pourquoi il le fait, il va être mobilisé, il va être impliqué, il va être créatif. Mais il va vouloir savoir pourquoi. Si je te dis rentre de 8 à 4, fais le formulaire 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Si tu lui expliques, tu lui dis ça, ton rôle est important dans l'entreprise, si tu fais ça, ça va donner ça, il va se donner à fond. Si tu dis, ferme ta boîte puis travaille, lui va penser son bien-être personnel, va penser à ses vacances aussi. Contrairement à la génération précédente, va penser à ce qui va contribuer à son développement personnel. Ouais. Et ça, ben, c'est très, très Y à ce moment-là. Je m'arrête tout de suite, je termine en disant... L'explosion du numérique, c'est eux autres, sont nés avec l'écologisme, c'est apparu avec les Grecs. Ouverture sur le monde dérange les employeurs parce qu'ils connaissent leurs valeurs aussi. Il y a moins d'employés, ils savent qu'ils valent quelque chose, et tant mieux. Une génération à qui on ne dit pas non, on explique que ça va donner aussi des bonnes choses si on sait interpréter un petit peu cette génération-là. Voilà. Moi, ma mère, elle me disait non, puis quand je disais pourquoi, elle me disait parce que je suis ta mère. Oui, je trouvais que voilà. Des fois, je le fais. Nos mères s'étaient parlé, je pense. Hey, oui, je vais vraiment changer de sujet. Je vais vous amener dans votre bar à boissons. Oui. Parce qu'il y a du monde qui aimerait ça, être barman ou faire des cocktails. Puis je dis, qu'est-ce que ça prend? T'sais, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut prendre pour des... Puis j'ai fait un peu la liste des incontournables. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Tu peux te mettre 10 000 dans ton bar à boissons, ça va être l'enfer. Mais faire un truc de base, ça te prend, premièrement, oui, de la boisson, mais avant ça, ça te prend des ustensiles, des outils. Oui. Hein? Outil numéro 1, un shaker. Shaker pour, en fait, l'idée du shaker pour que ça soit beau. Et surtout, c'est pour rafraîchir et bien mélanger. En fait, surtout quand tu as des drinks où tu as différentes consistances d'alcool, de jus, etc., pour que ça soit bien mélangé et gardé au froid parce qu'on n'enlève pas la glace. Le verre à mélanger va servir aussi. Donc, on a un verre, on va mélanger. Mais ça, c'est quand on va mélanger plus des alcools pareils avec des boissons gazeuses. Et ça va nous prendre aussi une cuillère à mélanger. C'est des grandes cuillères. Il faut savoir que quand on mélange dans un verre à mélanger, ce n'est pas pour tourner. Non, c'est pour faire descendre la glace de haut en bas pour rafraîchir le drink au complet. Et après ça, on prend notre passoire à cocktail, une espèce de truc rond avec une espèce de ressort.
Pour faire sortir le cocktail, on garde des grumeaux et la glace, parce que la glace sert à rafraîchir le drink et non pas à le diluer. On ne veut pas que ça dilue dans l'eau. Mélangeur électrique, si on veut faire des drinks là, bien mélangés avec des jus, etc., du lait, de la glace, bien sûr. Couteau de sommelier pour ouvrir les bouteilles, pour, se bouchonner, etc. Zestar pour zester si on a besoin, décorer, ça peut être plein d'affaires. Des pailles, tu sais, des petits parasols, des affaires pour décorer. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, le truc pour mesurer l'alcool, bien sûr, ou on peut avoir aussi un bouchon doseur. Ça, c'est le bouchon comme dans les bars que tu mets pour dire, ben là, je mets 2 onces, 3 onces, 4 onces, 10 onces, dépendamment si Francis veut un gin ou pas. Là-dessus, j'embarquerai pas là-dessus, mais il y a des verres à cocktail aussi. Il y a différentes sortes. Et pour la présentation, pour le goût, chaque alcool devrait se prendre dans un verre différent. Ouais. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai rien compris quand j'ai lu là-dessus. Pour le nez, surtout. Pour le nez, surtout, pour l'odeur. Okay. C'est important de bien choisir ses ingrédients. Ce qui est à noter, par exemple, c'est que pour les drinks, il ne faut pas... Même s'il faut de l'alcool de qualité, il ne faut pas du haut de gamme. Parce que dans un drink, dans un cocktail, on va mélanger. Les alcools haut de gamme, c'est fait pour boire peu. C'est pas fait pour mélanger. Fait que ça ne sert à rien d'acheter un cognac à 250 $ pour le mettre dans du café, par exemple. C'est un peu n'importe quoi. Quand une bonne bouteille de cheminot fait la job. Donc, on se comprend. Hein? Le jus va toujours être meilleur s'il est fraîchement pressé. Bon, vous allez me dire, presser un ananas, c'est compliqué. J'avoue qu'on ne peut pas tout le temps faire ça, mais si on peut, ça fait une réelle différence. Le prêteur à jus. Oui. Les alcools de base, là, on dit sont pour de base. Là, commencer, on va parler de gin, vodka, rhum, tequila, scotch whisky, bourbon, cognac, triple sec et vermouth. Pour commencer, donc là, on est capable de faire. Avec ça, on a besoin, bien sûr, d'eau pétillante, du tonic, pour ton gin, Francis. Jus de citron, jus de lime, jus d'orange, pamplemousse, ananas, donc de la grenadine, des petites choses qu'on pourrait agrémenter. Si on veut l'étoffer, on peut aller dans des liqueurs. Tu sais, liqueurs de fruits, liqueurs de pêche, des schnapps, la limonade, des jus exotiques, jus de banane, du lait de coco, des sirops. Tu sais, on voit ça, sirop d'orgeat, sirop de fraise, un peu importe. Il y en a de différentes qualités, sirop de menthe pour les amateurs. Comment on conserve l'alcool? C'est important aussi de savoir ça. Parce que le vin, on le sait, le vin, il faut que la bouteille soit couchée dans le noir, pas d'humidité. Bon. Les spiritueux, les liqueurs, ça se garde debout. Hein? Bon, donc on n'a pas besoin de coucher ça. Il faut comprendre que tout ça, là, tu sais, j'ai acheté un cognac 10 ans, mais ça fait 20 ans que je l'ai, il y a 30 ans. Non. C'est 10 ans. Il arrête de mûrir. Une fois qu'il est embouteillé, c'est quand il est en fût. Ça ne sert à rien de rajouter les années depuis quand tu l'as, ça veut juste prouver que tu ne bois pas, en fait. Comme les vins, tout ce qui est alcool préfère l'obscurité, mais l'humidité, on s'en fout. Donc, c'est pas grave là, si tu mets ça. Tu n'as pas besoin d'être au frais dans une place sèche. Non. L'humidité, ça n'a pas d'influence. L'obscurité, c'est préférable, parce que la lumière va dégrader. Quand on prépare les cocktails, il y a 4 grandes techniques. Technique au shaker. Donc, je vous le dis, shaker. Là, ça sert à rafraîchir les ingrédients épais avec des densités différentes. Si on met des liqueurs, des sirops, des crèmes, pour que ça soit bien remué. On a dans le verre à mélanger. Donc ça, c'est un grand verre épais. Ça, c'est surtout là-dedans qu'on va mélanger les cocktails qui contiennent que des alcools. Donc, on va se faire, je sais pas, martini, donc c'est que des alcools. On va plus utiliser un verre comme ça. Mélangeur électrique, donc blender. Ça sert si on veut mélanger les jus de fruits, les affaires pour que ça soit bien blendé avec la glace concassée. On peut mettre ça là-dedans. Et la manière la plus simple, directement dans ton verre, comme tes gin tonic. Et voilà. J'aime même pas en fin de soirée aussi. Hein? En fin de soirée, c'est plus facile. Il y a aussi des termes qu'on utilise qu'il faut bien comprendre. Quand on dit je veux un drink frappé, c'est qu'au shaker, on va le brasser pendant une dizaine de secondes jusqu'au temps qu'il y ait la condensation sur notre verre en métal. Si on dit passer, donc là, on va le mettre dans le passoire pour enlever les glaçons, tout ce qu'on ne veut pas en fait là-dedans. Bon, mixer, c'est assez simple. Givrer, si on veut givrer, on va mettre un verre dans un petit glaçage là, autour du verre. Oui. Si on dit allonge-moi mon drink, ça veut dire il est trop fort, rajoute-moi du tonic, de l'eau, peu importe. Rafraîchir, donc ça, on peut le mettre au réfrigérateur quelques heures. Zester. Ça va être de prendre le zeste de l'orange, du citron pour mettre dedans. Et la dernière chose qui est très importante, c'est la décoration de vos cocktails. Dans la décoration, il y a une règle à respecter et c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle à respecter. Il faut y aller avec notre imagination, avec les verres, essayer de mélanger les couleurs, les choses.
Plusieurs manières qu'on peut en fait décorer nos verres. Il y a probablement le givrage des verres. Donc, on le sait, on trempe ça soit dans l'eau, du jus de citron, puis là, on met ça du sucre, on peut mettre plein de choses. On peut mettre du givrage coloré, en remplaçant, par exemple, l'eau par de la grenadine ou des choses comme ça, par une liqueur colorée, du curaçao, des choses comme ça. Fait que ça peut être très intéressant. On a le saupoudrage. Donc là, on peut mettre de la muscade râpée, on peut mettre du chocolat en poudre, du café sur notre drink pour donner un goût de la noix de coco, etc. La menthe fraîche s'agrémente à peu près avec tout, mais il faut qu'elle soit fraîche, donc pas de la... Non. Bon, on s'entend, ça donne toujours un goût rafraîchissant à nos drinks. Les pailles, piquants cocktails, des parasols, des bâtons pour mélanger, ça donne toujours un plus. On peut mettre zesté, donc on met du zeste et on peut même faire des zestes super longs, là, des petits tourniquets là, qu'on met autour de notre verre, c'est super beau. Rondelles de fruits, un grand classique. Et le haut de gamme, ce qu'on appelle les brochettes de fruits ou même de légumes. Oui. Bon, moi, ça me semble étrange, une petite brochette Gin d'oignon. tonic, concombre. Oui, clairement. Un vodka aussi, hein? Oui. Et quelque chose sur la vodka que je tiens à dire pour être allé souvent dans les pays de l'Est. Ici, on ne sait pas boire de la vodka parce que la vodka, on la laisse dans notre bar à boisson. Une vodka doit toujours être au congélateur. Oui, Elle ne gèlera pas et ça se boit très, très froid. Et si vous voulez enlever l'arrière-goût, si vous le prenez en shooter, un petit cornichon à la nette. C'est succulent! Hein? C'était pas pire, ça? C'était génial. C'était génial! Ça donne le goût de se faire un drink. Ben oui, un matin, hein, ça serait pas pire. Et pour passer de ma chronique à ta chronique, je veux dire que des fois, on peut être allergique à certains drinks. Parce que toi, tu veux nous parler d'allergie. Oui, ben moi, tout ce que tu as dit là, sûrement que je pourrais pas en boire. Pourquoi? Parce que je suis allergique mortellement au colorant. Ah. Mais là, je ne parlais pas de ma vie et de mes déboires avec le colorant. Ce que je vais vous parler, c'est que justement, moi, jadis, avant d'être allergique, parce que je suis une nouvelle allergique, ça fait 2 ans. OK. 3 ans, presque, là, que je suis allergique au colorant, mortellement. Donc, c'est pas une petite allergie. Ça peut arriver à tout le monde de devenir allergique du jour au lendemain. Et j'en suis la preuve vivante. Toi, par exemple, si tu tombes dans dans une boîte de Fruit Loops, tu peux mourir. C'est terminé pour OK. moi. Oui, j'ai une épipène juste à côté. Donc, je vous en prie, aidez-moi. Mais non, c'est ça. Moi, j'étais de celles qui n'avaient aucune allergie. Que mes enfants n'avaient pas d'allergie. Je n'étais aucunement sensibilisée aux allergies mortelles ou cutanées ou pulmonaires ou peu importe. Il n'y avait personne autour de moi qui en avait. Donc, aucune sensibilisation. La seule sensibilisation que j'avais, c'est que je faisais attention quand je faisais les lunchs de mes enfants pour l'école, parce que oui, les allergies aux arachides, mais on n'est pas conscient à quel point une allergie, ça peut être prenant dans une vie jusqu'à temps qu'on en ait une. Ouais. Puis moi, je l'ai vu à mes risques et périls. J'ai manqué plusieurs fois. Il est repassé depuis 2 ans. Là, OK. Puis ce qui fait que j'ai envie, un matin, j'avais un petit peu envie de faire pas de la sensibilisation, je ne veux pas être moralisatrice puis tout ça, mais de parler et de la personne allergique et de la personne qui reçoit une personne allergique. OK. Parce que quand tu n'es pas au courant, quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, souvent les gens vont banaliser. Par exemple, tu vas au restaurant, puis moi je demande tout le temps, est-ce qu'il y a du colorant dans la sauce à chicken? Par exemple. Ouais. Ah non, il n'y a pas de colorant, voyons. Peux-tu vérifier, s'il te plaît? Parce que moi, c'est mortel. Ah non, je te dis qu'il n'y en a pas. Va voir. Puis tu sais, il faut que tu pousses la personne dans les restaurants à aller voir. Ça serait vraiment triste de mourir parce que tu as mangé de la sauce à chicken. Je te jure que ça m'est presque arrivé. OK. Non, c'est ça. Parce que souvent, même nous, on doit apprendre à vivre avec notre allergie et souvent, les personnes vont banaliser. Et c'est vraiment, vraiment pas le fun de devoir s'obstiner avec la serveuse à dire « Bon, ben c'est beau, je vais prendre autre chose. » Parce que dans les restaurants, souvent, c'est très difficile pour les personnes allergiques, peu importe les noix, les arachides, les ananas. Dans mon cas, les ananas embarquent dans le colorant. Fait que c'est tannant, après ça, manger puis te faire dire par la serveuse « Non, il n'y a pas de problème, j'ai vérifié. » et que tu fais une allergie et que tu dois partir chez toi. C'est un peu... donc, soyez juste un petit peu plus à l'affût. Tu sais, juste arrêtez de banaliser. Si une personne vous dit qu'elle est allergique, bien, allez vérifier. Prenez le temps de vérifier pour vrai. Et comme personne allergique, informez les personnes. Ouais. Informez-les comme il faut. Quand on dit allergie mortelle, ça veut dire que tu peux mourir. Tu sais. C'est ça, exactement. Puis des fois, c'est ça, c'est un peu ça qui se passe. C'est drôle parce que souvent, ils vont dire « Ah non, c'est correct. » C'est parce que je peux mourir. Je veux juste te dire comme ça. Là. Je peux mourir là. Ah ben je vais aller vérifier. Et partir. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Est-ce que c'est la différence entre l'intolérance et l'allergie? Bien, l'intolérance, moi, j'aime pas banaliser non plus l'intolérance parce que personne n'est vraiment malade. Moi, j'ai une amie qui est intolérante, très intolérante, presque allergique au lactose. Allergique, t'es pas nécessairement mortel. C'est pas nécessairement une allergie mortelle. Il y a différents types d'allergies. Allergie cutanée, allergie pulmonaire et allergie, dans mon cas,
j'explose. Mes organes internes, c'est mes organes internes qui vont littéralement exploser, qui vont enfler, qui vont me sortir par tout ce qu'il y a d'orifice. T'as peur, hein? Ce qui fait que je peux pas boire tes fabuleux drinks parce que du colorant, il y en a partout. Mais, par exemple, vous invitez des gens à souper. Informez-vous comme hôtesse, hôte, à savoir s'il y a des allergies. S'il y en a, asseyez-vous avec la personne allergique et discutez avec elle. Il s'agit juste d'être sensibilisé. On sous-estime souvent les allergies. Combien de fois que ça m'est arrivé de dire « Hey, je suis allergique, tu n'oublieras pas. » Oui, j'ai tout vérifié. Et que j'arrivais puis je ne pouvais pas manger rien de la journée. Ah ouais. Parce que, puis c'est tannant, autant pour l'hôtesse que pour la convive, de dire « Je peux-tu me faire autre chose? J'ai vraiment faim. Je peux-tu me faire une pause sur beurre de pin, s'il vous plaît? » C'est très malaisant, c'est pas le fun. Fait que comme allergique, sensibiliser les gens. Parce que quand on n'a pas d'allergie, on se doute pas à quel point c'est prenant, puis à quel point c'est... Puis même pour les enfants, là, un enfant, ça parle pas. Puis souvent, les enfants vont être beaucoup plus formés en étant comme des enfants allergiques. Je connais un petit pet qui est allergique, puis qui, en arrivant, il dit « Moi, je suis allergique à ça, à ça, à ça, à ça. » Fait que si tu me fais de la bouffe, attache ta tuque. Ouais. Puis là, tu deviens comme super nerveux. Puis, OK, on va s'asseoir. Fait que soyez juste à l'aise avec ça, posez des questions, puis... Ayez pas peur de dire « je ne sais pas c'est quoi Ouais. ». Posez des questions. Moi, ma fille est intolérante au colorant alimentaire. Elle fait des réactions colorant cutanées, alimentaire, mais OK. c'est pas dangereux. Là. Non, Pas non. pour le moment, en tout cas. Là, on espère que ça ne le sera pas. Mais des Fruit Loops, ça peut pas. Elle peut pas. Moi, je compatis tellement avec elle. Moi, j'ai tellement trouvé ça difficile. Là. Mais c'est difficile pour vrai de vivre avec ça. C'est pas le fun. Le colorant, là, c'est pas du jus, Et pas de ça Fruit Loops. t'oblige à cuisiner plus aussi. Parce Ben là, que tu c'est peux ça pas qui te est le fier fun. sur, Il faut vraiment, vraiment à partir de là dire on mange plus bio, on fait nos propres bouillons de légumes, on fait nos propres... c'est ça qui est le fun. Ça a cet avantage-là. Ça diversifie beaucoup plus, puis la bouffe est meilleure. Là. Ben, c'est clair. Les intolérances. Moins belle, mais meilleure. Des jujubes blancs, c'est pas pareil quand t'es fait maison. C'est sûr. Ouais. Ah bon. Mais moi, je suis intolérant aux idiots. Ça te rend malade, hein? Ouais, ça me rend malade, Ouais. surtout ceux Il y en a qui en meurent. Donc, pour terminer, on va se faire un petit top 10, ça vous tente-tu? Hey, oui. Bien, j'ai trouvé 10 métiers étranges. Puis même, là, j'ai été vraiment surpris de voir qu'il y avait ces métiers-là. Saviez-vous que vous pourriez gagner 50 000 par année en étant repasseur de chaussures? De chaussures? Oui, parce que les chaussures neuves qui sont en tissu, là, tu sais, qui sont pas en cuir, là, quand ils sont fabriqués, ils sont complètement chiffonnés. Et il y a des gens qui les repassent avant de les vendre. Non, mais j'ai été vraiment surpris de faire ça. Attention, Francis, une chance qu'il n'y avait plus de café. C'était vide. Vous pouvez aussi faire 100 de l'heure en étant un mannequin humain. Donc, tu vas vivre dans une vitrine, là, puis là, tu es un mannequin, tu bouges pas. Mais tu as l'air vrai parce qu'en quelque part, tu es vrai. Et ça nous fait revivre un peu le film avec Andrew McCarthy, Mannequin. Mais quel excellent film. Tout le monde se rappelle de la chanson. Tu peux gagner ta vie aussi en étant un dormeur professionnel. Oui, j'ai déjà entendu parler. Les compagnies de matelas engagent des dormeurs professionnels et là, tu vas dormir et là, tu leur donnes tes impressions sur le matelas, sur le lit, sur les oreillers, les couvertures. Pourquoi pas? T'as-tu le salaire de ça? Non, j'ai pas trouvé le salaire de ça. Mais en Écosse, on va plus loin que ça. Il y a des gens qu'on habille dans des sauts spéciales, là, comme blancs, là, comme s'ils allaient rentrer dans une usine nucléaire. Okay. Mais eux, on les met dans des lits d'hôtel et ce sont des réchauffeurs de lits professionnels. Donc, avant que des gens aillent à l'hôtel, il y a des gens qui vont dans leur lit réchauffer leur lit. Fait que quand tu arrives dans ton lit... Ils sont dans un saut pour pas salir le lit. Pour pas salir, pas emmener de germes, etc. Mais ils vont réchauffer le lit. Fait que quand tu arrives dans le lit est chaud. C'est parfait. Merveilleux. Ça, Francis, ça devrait t'intéresser. Pour 40 000, tu pourrais gagner 40 000 par année en étant testeur de jouets sexuels. Ah, ben oui. Chaque matin, je me demande, j'ai manqué ma vocation. Avec, non, mais c'est quand même un drôle de métier. On en voit passer souvent un peu sur les réseaux sociaux, justement, là, des personnes qui disent « Ah, oui, c'est ça, il y a une compagnie qui teste ce genre d'objet. » C'est quand même chouette. Je trouve ça drôle, oui. Vous pouvez gagner 36 de l'heure en étant un faiseur de queue professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez faire la queue pour quelqu'un d'autre. Tu sais, mettons, tu veux attendre à l'hôpital et là, ça va être tatoué parce que là, elle a attendu. J'en veux un.
sais, au guichet ou peu importe, pour faire la queue pour toi dans les manèges, à la ronde, etc. Ça s'écrit Hey, mal ton d'un faiseur de CV, queue. par exemple. Ben Faiseur ouais. de queue, oui. Je fais des queues. On a un câlineur, câlineur professionnel, des gens qui donnent des câlins, mais il y a un engagement, là, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est né au Japon, en fait, ils s'apercevaient que les gens manquaient d'affection. C'est des gens qui vont venir te coller, te parler de tes qualités, des choses comme ça. Ça donne de l'amour, en fait. Mais Je trouve juste ça de le fun, l'amour. Pierre. Oui, hein? Merci. OK. Mais, attends. Le prochain, on sait que dans un hôtel, on peut avoir des wake-up calls. Donc, Oui. on se fait réveiller le matin. Téléphone. Mais il y a des gens dans la vie qui font ça, c'est des réveils matins humains. Dans la vie de tous les jours. Tu peux t'appeler, toi tu l'appelles, tu dis bon, mais. Et là, par exemple, tu dis hey, oublie pas, demain matin, il faut que tu te lèves, tu as une émission en tournée ou des trucs comme ça. Fait que là, au lieu d'avoir un bébé bip, t'as quelqu'un qui te flatte Quelqu'un qui l'épaule. te l'épaule puis qui te le dit. OK. Et les deux C'est plus beau. absurdes, selon moi, l'avant-dernier, c'est les gens qui sont payés pour observer la peinture séchée. Là, ça veut dire qu'ils sont assis en avant d'un mur qui vient d'être peinturé. Et là, ils regardent la peinture séchée. Fait que là, les autres font des analyses selon le matériau, le type de peinture, combien de Mais temps ça c'est prend à vrai, sécher. parce qu'il y a Mais- des temps de séchage sur toutes les Ben peintures oui, qui soient et il qui faut que existent. quelqu'un, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui regardent la peinture séchée, ils sont payés pour ça. Calcul. Et finalement, mon préféré, ce qu'on appelle des party cleaners. Ça, c'est des gens qui arrivent chez vous le lendemain matin d'un party avec un déjeuner, du Gatorade et font le ménage de ton party et chargent 20 $ par personne présente au party. Mais C'est bon. pourquoi personne fait ça ici? C'est intéressant, hein? On se part ça? On se part ça. On se passe ça. Là-dessus, hey, merci d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Merci, au revoir. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Si j'étais toi, je prendrais un taxi.